Juliette Duquesne, vous êtes journaliste indépendante. Vous avez commencé votre métier en 2005. Vous avez travaillé à TF1. Et aujourd'hui, vous travaillez pour une collection qui s'appelle Carnet d'alerte. Et vous avez collaboré avec Pierre Rabhi pour cette collection. Et on va s'intéresser plus particulièrement à un de vos livres qui s'appelle L'eau que nous sommes, un élément vital. Un livre que je vous conseille pour celles et ceux qui ont la possibilité de lire des bons conseils. Et surtout, c'est un côté qui n'est pas moralisateur et ça, j'apprécie énormément. Merci. Merci Juliette. Et puis, nous avons également, alors, sous vos applaudissements, votre Excellence, Satya Oblette. Vous êtes, bon, tout le monde vous connaît, vous a reconnu, vous êtes mannequin. Enfin, vous l'avez été ou vous le serez toujours. J'ai été une petite période, oui. Oui. Et puis, vous êtes maintenant l'ambassadeur de l'ONU et de l'UNEP. On va parler de votre action en faveur de la préservation des océans et puis de la gestion de la ressource eau, mais pas uniquement. Vous allez nous parler de votre projet de film qui s'appelle La Voix de l'eau. Et vous allez parcourir le monde pendant 15 mois. Et dans quelques instants, nous éclairer sur les raisons de ce tour du monde. Avec grand plaisir. Ce qui m'intéresse, on va commencer par vous, Monsieur Vergrit. Déjà, félicitations, puisque vous avez ce matin reçu un prix et on est très heureux parce que vous êtes un novateur dans la question des transports, mais on va s'intéresser à la gestion de l'eau. Il faut savoir que Dunkerque, c'est je dirais, un territoire assez novateur dans la gestion de l'eau. Vous cherchez à sensibiliser la population et à véritablement laisser le citoyen prendre conscience de la ressource en eau et de sa richesse, c'est bien ça? Oui, et la question que vous avez posée, la toute première, est-ce que les villes du futur auront soif? J'aurais envie de vous répondre, elles ont déjà soif, en fait, en réalité, puisqu'un tiers de la population mondiale aujourd'hui n'a pas accès à une eau potable de qualité et que l'ONU estime que les besoins d'ici 2030, c'est 50% de besoins d'eau en plus. Donc quand on regarde ça, elles ont déjà soif et ça va s'aggraver. Et donc c'est vrai que du coup, la nécessité d'agir, de faire des choses, de sensibiliser, c'est apparu une évidence sur notre territoire qui se voulait laboratoire de la décarbonation, laboratoire de la ville du futur. Je suis également président de France Ville Durable, donc je porte aussi un peu cette responsabilité. Donc cette question du développement durable, elle s'imposait à Dunkerque, et pas simplement sur la question industrielle, pas simplement sur la question de la décarbonation de l'industrie, mais aussi sur les questions des déchets, de l'eau, des mobilités, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc l'eau aussi, on a voulu vraiment s'y engager. On s'y est engagé de 3 manières. Et je vais revenir en dernier sur ce que vous avez évoqué, parce que c'est peut-être la plus essentielle. D'abord, on a voulu remettre en cause nos pratiques d'aménagement. Et donc c'est la responsabilité. Je reprends les citoyens, les entreprises et les territoires. Je vais le faire dans l'ordre inverse. Il y a d'abord les territoires et la façon dont on aménage la ville. Et on a voulu d'abord commencer par tout un travail, en lien aussi avec la population, pour pouvoir penser autrement l'aménagement urbain. Donc là où on envoie l'eau dans l'assainissement pour que ça parte rapidement vers la mer ou dans les stations d'épuration, on a encouragé, on a mis en place par exemple des subventions à la récupération de l'eau de pluie, à la désimperméabilisation aussi des sols au niveau de chacune des maisons individuelles. Et nous-mêmes, quand on construit un stade, quand on construit un bâtiment, on prévoit la récupération de l'eau de pluie, on prévoit effectivement un certain nombre de choses. Quand ça doit aller infiltrer la nappe, on désimperméabilise. Quand ça part finalement vers les évacuations, c'est là qu'on récupère l'eau de pluie. Et on a mis en place aussi des subventions pour encourager ça, y compris par les particuliers. Il y a ensuite la question des entreprises, ou plus généralement, j'ai envie de dire, des process économiques, où là aussi on a voulu impliquer des acteurs économiques dans le système, revoir les process. Chez nous, ça a été beaucoup les process industriels. Parce que c'est un cœur industriel, Dunkerque. Hein. Oui, tout à fait. On vient d'avoir une implantation industrielle. On a eu des exigences vis-à-vis d'une industrie qui a réduit qui a divisé par 3 la consommation d'eau qu'elle avait, qui était envisagée. On est en train de demander aux industriels de s'appuyer davantage sur l'eau de mer. Aujourd'hui, on est en train de demander la récupération de l'eau usée qui a été évoquée ce matin. On est en train d'expérimenter les choses sur les territoires dunkerquois. L'agriculture aussi qui va devoir se mettre en cause. Il y a la question de la toile de l'eau aussi qu'on a mis en place à Dunkerque, vous le savez d'ailleurs. C'est l'idée aussi que l'eau qui est utilisée par un acteur peut être utilisée par un autre acteur. Donc l'eau qui va servir à ArcelorMittal, derrière, elle peut être utile à un autre industriel, à un autre acteur. Donc cette question finalement de l'économie circulaire de l'eau, on a aussi voulu avancer. Et puis j'en viens à ce que vous disiez, on ne fait pas tout ça en ignorant le citoyen.
Et ça, c'était très important. Je vous ai déjà parlé évidemment des subventions qu'on faisait pour la récupération de l'eau de pluie, pour la désimperméabilisation. Ça va plus loin que ça. On essaie vraiment de sensibiliser par l'éducation populaire. On a une structure qui s'appelle la Halle au sucre, qui fait énormément d'expos, de conférences. En ce moment, le thème, c'est l'eau. On était sur les déchets. Cet été, par exemple, elle était sur la plage. On allait au contact de la population. On appelait ça le village du futur pendant 3 semaines. On a expliqué pourquoi, d'abord donner le sens à la population, pourquoi aujourd'hui on doit changer sa façon de consommer l'eau, pourquoi on doit avoir un autre rapport à l'eau, pourquoi on lave plus sa voiture avec de l'eau potable, pourquoi on n'arrose plus son jardin avec de l'eau potable. Il faut expliquer à la population parce que ce n'est pas une évidence. Et donc on a mis en place effectivement cette structure d'éducation populaire, pourquoi il faut changer son alimentation et pourquoi c'est important pour l'eau aussi. Ça aussi, franchement, manger moins de viande, ça a un rapport avec l'eau, c'est compliqué pour le citoyen. Donc voilà toutes les actions qu'on a mis en place. Merci Monsieur le maire. On va vous donner la parole à vous, Juliette, parce qu'on parle de la ressource en eau et bon, même si on s'éloigne de la ville, tout ça est lié. L'agriculture intensive est le plus gros consommateur d'eau. Oui, bonjour à toutes et à toutes. Oui, l'agriculture est le plus gros consommateur d'eau et c'est vrai que, comme vous le disiez, c'est parce que nous mangeons qu'on a le plus d'impact avec l'eau. Bien sûr, c'est intéressant de prendre une douche plus rapide, etc. Mais c'est l'agriculture et ce que nous mangeons qui a le plus d'impact sur l'eau. Et donc, c'est lié avec les villes parce que pour nourrir les villes, ça a un lien avec quelle agriculture il y a tout autour des villes. Il faut savoir que dans le monde, 85 à 90% de l'eau est consommée par l'agriculture. Alors quand je dis consommer, il y a une différence entre consommer et utiliser. Et c'est un point tout l'été qui n'était pas très clair parfois. Dans les débats, on en parle beaucoup en ce moment de l'eau. Par exemple, quand vous lavez les mains, on utilise de l'eau mais on ne la consomme pas. Alors que quand vous la buvez ou une plante, elle va consommer l'eau. Donc en France, en moyenne, 50% de l'eau est consommée par l'agriculture et l'été, c'est autour de 80%. Et on sait que les surfaces irriguées ont triplé depuis les années 70 en France et c'est notamment pour cultiver du maïs irrigué en grande partie qui va nourrir les élevages industriels. Alors quand je parle de ce sujet qui est très sensible en ce moment, je fais pas mal de conférences dans les lieux, les zones rurales et c'est une thématique très sensible. Ce n'est pas d'accuser les agriculteurs mais un modèle qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale et qui est encore encouragé aujourd'hui. Et c'est vrai que moi, au cours de mon enquête, je me doutais de ce lien entre agriculture et alimentation et entre agriculture et eau, mais je ne pensais pas à ce point-là. C'est lié pour la consommation de l'eau, mais c'est lié aussi pour la pollution de l'eau. La quasi-totalité des cours d'eau et des nappes phréatiques sont polluées aujourd'hui par les pesticides et les nitrates, et aussi pour les fameuses algues vertes qu'on retrouve notamment en Bretagne, avec tous ces nitrates qu'on retrouve dans l'eau. Donc l'eau et l'agriculture sont vraiment des sujets liés et il me semble que c'est très important parce que aujourd'hui, parfois, quand on parle de changement climatique, c'est revenu plusieurs fois dans mon enquête de la part d'associations ou de chercheurs qui disent attention dans la façon dont on pose le changement climatique. Bien sûr, personne ne remet en cause le changement climatique et tout le monde dit le changement climatique a un impact considérable sur l'eau. Il y a des endroits où il va y avoir plus d'eau, des endroits où il va y avoir moins d'eau. Globalement, ça va être la même chose sur la planète, mais ça va être avec des endroits où il y aura plus de précipitations et surtout elles seront moins régulières, donc c'est un vrai problème. Mais il faut faire attention parce que même si on n'avait pas le problème du changement climatique, on aurait un problème avec l'eau parce que notre consommation, les prélèvements d'eau au cours du XXe siècle ont augmenté 1,7 fois plus vite que la population. On consomme trop d'eau. Et le but, ce n'est pas de toujours vouloir retrouver des nouvelles ressources en eau en dessalant l'eau de mer, pourquoi pas à certains endroits. Mais globalement, il faut qu'on apprenne à moins consommer d'eau. Et quand on voit que le plus grand consommateur d'eau, c'est l'agriculture industrielle, ça remet forcément en cause le modèle agricole que nous avons mis en place après la Seconde Guerre mondiale et notamment des élevages industriels qui consomment beaucoup de céréales. En fait, c'est pour cultiver ces céréales qu'on va donner aux animaux, qu'on va consommer beaucoup d'eau. Et c'est vrai qu'il y a des villes, notamment Paris, alors je crois que Dunkerque aussi d'ailleurs, Lons-le-Saunier, Munich en Allemagne, qui mettent en place à l'endroit où on va capter l'eau, par exemple, on va mettre en place des partenariats avec les agriculteurs pour qu'à ces endroits-là, il y ait des prairies ou alors on cultive en agriculture biologique et on s'en rend compte que ça coûte jusqu'à 87 fois moins cher
de mettre ces mesures de prévention autour des zones de captage plutôt que de dépolluer l'eau après, c'est-à-dire que l'eau que vous avez à votre robinet, en fait, elle est comme la quasi-totalité des cours d'eau et des nappes phréatiques en France sont polluées par les pesticides et les nitrates, elle est traitée. Plus il y a de densité, plus on va pouvoir payer des traitements forts là-dessus. Moi, je suis bavarde, hein. J'ai encore plein de choses à dire. Vous étreint et c'est magnifique. Justement, je reviens et je vais vous donner la parole dans quelques instants, Sathia, sur votre action au sein de l'UNEP, mais ça m'intéresse d'entendre Monsieur le maire par rapport à cette action qui a été menée. C'est page 145 de votre livre. Munich est montré en exemple afin de préserver la qualité de l'eau. Eh bien, ils ont acheté des terres agricoles pour créer des zones de captage. Les wassingues. Les wattringues. Les wattringues. Eh bien, parlons un peu de cette. Est-ce que c'est un modèle que vous invitez La question, effectivement, alors les wattringues, c'est simple. Dunkerque est un polder, c'est-à-dire un territoire conquis sur la mer. Et donc, pour gérer effectivement le fait que ça reste un polder, on évacue l'eau à marée basse et on se protège à marée haute. C'est le principe des wattringues. Et donc, effectivement, la question de l'acquisition, par exemple, du foncier par la collectivité publique pour, par exemple, développer l'agriculture bio. Vous savez que les Hauts-de-France, c'est très en retard sur la question de l'agriculture bio et sur les pratiques, je veux dire, un peu exemplaires en matière environnementale. Eh bien, c'est la collectivité publique aujourd'hui qui achète des terres et qui les met en exploitation sur la base, effectivement, d'un contrat d'engagement. Alors, ça peut être, effectivement, par rapport aux pesticides autour des champs captants, mais c'est également aussi pour développer l'agriculture bio. Donc, effectivement, on le fait à Dunkerque. Sathia Oblette, je vous donne la parole parce que vous avez engagé un projet qui est tout à fait remarquable avec le bureau de l'UNEP, donc le programme des Nations Unies pour l'environnement. Vous avez décidé d'engager un tour du monde qui va durer 15 mois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il retourne? Et puis, à l'issue de ce tour du monde que vous souhaitez rendre, comment dirais-je, le plus abordable et surtout créer des boîtes à outils qui soient vraiment à l'usage de tout le monde. Et on est sur 2 axes, si je comprends bien. C'est donc la mer et sa préservation. Et parce que là aussi, on est dans des pays occidentaux où on sait ce que c'est que le réemploi de l'eau et surtout en tous les cas, est-ce que là aussi, il n'y a pas un engagement de votre part pour essayer de démocratiser au mieux cette... Sur le on sait ce qu'on sait, je vais y revenir après. Je pense que dans les pays du Sud, je pense qu'on sait un peu plus que dans les pays du Nord par rapport à ce qu'on doit faire et ce qu'on sait déjà. Juste 2 choses pour revenir, puisqu'on parle de l'eau et des villes. Il y a quelque chose qui est important à souligner, c'est cette partie qui doit être systémique. Donc c'est pas uniquement l'eau, c'est pas uniquement les villes et la problématique en France. C'est systémique dans le sens où c'est une problématique. Les problématiques climatiques, on les connaît toutes et tous. C'est au niveau mondial. De ce fait, on parlait de la problématique agriculture, ces choses-là, des aides pour l'agriculture bio. On sait comment ça se passe avec les aides européennes et comment chaque pays en Europe fait ou décide d'utiliser ces aides européennes au sein de son pays sur le plan national. Donc l'agriculture biologique concernant la France a vraiment très peu d'aides par rapport aux autres agriculture de masse, on va dire. Pour revenir à l'eau, effectivement, et ce fameux tour du monde, c'est 2 objectifs de développement durable, des ODD, donc le 6 et le 14. Le 6 qui sont l'assainissement, justement, et le traitement des eaux, et le 14, c'est la dépollution des mers et des océans. C'est autour de ces 2 objectifs des Nations Unies qu'on va faire ce tour du monde, qui seront donc le fil d'Ariane lors de ces 15 mois de voyage, 4 mois l'Afrique, 4 mois l'Asie, 2 mois l'Australie, 3 mois l'Amérique du Sud et 2 mois l'Amérique du Nord. Pardon. Ce fil d'Ariane passé, l'idée c'est de mettre, non pas de confronter, parce que l'idée c'est d'envoyer un message fort et positif et bienveillant, d'un point de vue médiatique évidemment. L'UNEP et les Nations Unies globalement ont demandé à ce que je devienne le passeur, entre guillemets, comme un voyageur. Viens, je t'emmène. Viens, je t'emmène, c'est exactement ça, à travers ce voyage, pour mettre en miroir les pays du Nord et les pays du Sud, en montrant d'un côté et de l'autre, de chaque côté, les problématiques que l'on connaît et les solutions qu'on ne connaît pas tous au final, que ce soit en bas et en haut. Et fort de cela, proposer à travers toutes les pépites qu'il y a aux Nations Unies, dans les différents départements des Nations Unies, que ce soit l'UNEP, le PNUD et ainsi de suite, tout ce qui est plus ou moins invisible, mais qui existe, ce que j'appelle cette boîte à outils de choses que l'on va pouvoir utiliser. À ce retour,
c'est de dire, voilà, un documentaire de 52 minutes, 50, 90 minutes, peu importe, pour le public qui va regarder ce documentaire, comme on a l'habitude de le faire au final quand on regarde un magnifique documentaire sur Arte ou sur France Télé ou ce genre de choses qui nous captivent, on a tendance, humainement, à applaudir, à éteindre le poste de télé et à revenir à nos habitudes et oublier ce qui vient de se passer. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que le téléspectateur devienne aussi acteur grâce à ces outils. Et c'est plus important parce que depuis ce matin, j'entends, enfin, pour les quelques interventions que j'ai pu entendre, beaucoup de belles actions. Et au final, on en est toujours là où on en est. Et en l'occurrence, en France, pays du Nord, il n'y a pas grand-chose qui se passe. J'ai envie de dire, en tout cas, la vision dont on a de l'étranger. Si je puis me permettre, il y a quelques instants, je me suis permis de dire oui, dans le Nord, on sait, mais en fait, ce que vous êtes en train de nous indiquer, c'est que des petites actions qui sont menées dans les pays du Sud ont beaucoup plus d'impact sur la gestion de la ressource en eau. Et on se dit, avec les champions qu'on peut avoir, Veolia ou Suez, on n'est pas meilleur et on a beaucoup à apprendre des pays du Sud, c'est bien ça ? Complètement, et puis que ce soit Veolia ou Suez ou d'autres entreprises privées, etc. Moi, j'interviendrai pour justement cet esprit de citoyenneté et pour faire en sorte que ce soit le citoyen qui soit actif à la base de tout, plus qu'un pouvoir politique, un pouvoir extraordinaire en tout cas. Effectivement, si tant est que l'Inde ait 7% de croissance versus la France, je ne connais pas le pourcentage, mais voilà, donc c'est peut-être pas un pays si du Sud que ça, même si c'est dans l'hémisphère Sud. Quoi qu'il en soit, depuis 1997, il y a un État dans l'Inde qui s'appelle le sikhisme, qui effectivement est parti dans le bio, dans le 100% bio, où on en est en France. J'ai envie de dire, pays où on aime donner certains exemples et expliquer. Et donner des leçons. Exactement. Donc après avoir entendu beaucoup de choses qui sont très vertueuses depuis ce matin, c'est les mettre en place, être dans l'action. C'est bien d'expliquer aux uns et aux autres et de se lancer des fleurs, mais maintenant il va falloir passer à l'acte. Moi je ne suis pas non plus un activiste, je ne suis pas un vert foncé, voire un rouge comme certains politiques en France, mais effectivement, j'assume ce tour du monde que je vais faire en autonomie totale en moto. Je ne vais pas y aller à dos d'âne ou en marchant. Mais en même temps, je ne vais pas dire aux gens à qui je vais m'adresser, demain, pour respecter la planète ou en tout cas la sauver, maintenant, marcher tout nu et manger des graines. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a l'habitude aujourd'hui pour mieux faire. Typiquement, il peut y avoir comme partenaire une société qui s'appelle Blue Sign, qui fait partie d'une entreprise suisse qui s'appelle la SGS, qui est un peu comme en Europe ou en France comme Veritas, et délivre, qui travaille dans les produits chimiques textiles. Donc là, on se dit, oula, qu'est-ce que c'est ? Et en fait, fait en sorte d'améliorer tout ce qu'on porte les uns les autres aujourd'hui au niveau en termes chimiques pour aller de l'avant, et donne même des labels à différentes marques. C'est ça l'idée, c'est de travailler avec ce qui existe aujourd'hui, les faire avancer et évoluer. Et encore une fois, que ce soit toutes les SDGs, en anglais, l'objectif de développement durable, les 17, tout ça c'est systémique. Donc c'est pas l'eau d'un côté, même si pour moi l'eau c'est très important parce que de l'eau on va pouvoir partir sur les cultures, des cultures sur la nourriture, l'éducation et ainsi de suite. Donc tout est systémique, tout est lié, tout est intimement lié, que ce soit l'agriculture, ce qu'on fait dans les communes et ainsi de suite. Donc c'est très important de ne pas oublier, c'est pas que les villes, c'est pas que la France, c'est notre planète Terre. Et l'idée de ce documentaire, c'est effectivement de rassembler, de faire en sorte que le citoyen, je vais terminer là-dessus, devienne actif dans son foyer, dans son appartement, dans sa maison, dans sa famille, et passe le message justement et devienne actif avec les outils qu'on va leur proposer au sein de sa vie personnelle. Merci beaucoup Satya, ça m'amène à rebondir avec ce Learning Center de la gestion de l'eau que vous avez mis en place. Là aussi, vous invitez chaque citoyen, chacun de nous, à prendre en considération dans sa vie quotidienne cette question de la richesse en eau. Oui, je voudrais vraiment rebondir sur pays du Sud, pays du Nord, ce qui a été évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'on est en retard ou moins sensible ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis 50 ans, on est drogué au pétrole dans les pays du Nord. C'est pas tant qu'on soit plus bête, c'est que tout simplement, on a pris des habitudes de vie et on a construit des villes en fonction du pétrole. Aujourd'hui, on a rendu nos villes dépendantes de la voiture. On a développé des modes de consommation en viande en rapport avec une société du pétrole. Et le problème qu'on a aujourd'hui dans le Nord, or ça n'a pas été le cas dans le Sud, ils ont été moins dépendants, ils ont construit des villes moins dépendantes du pétrole que nous. Et notre problème à nous aujourd'hui, c'est qu'on a peut-être des technologies ou des moyens financiers supérieurs,
Mais comme on est drogué depuis 50 ans au pétrole, on a du mal à se désintoxiquer, tout simplement. Et donc, nos consommations d'eau, nos consommations alimentaires, notre regard... Et c'est pour ça que vous avez parlé du citoyen. Vous n'avez pas parlé effectivement des entreprises. Vous avez parlé du citoyen. C'est le citoyen qui est drogué aujourd'hui. Et donc, le Learning Center que vous évoquez, toute l'action qu'on essaie de faire, c'est de désintoxiquer. En fait, on essaie de redonner du sens à la population pour dire, mais en fait, aujourd'hui, ce qui nous arrive, le changement climatique, les problèmes de stress hydrique l'été, mais en fait, c'est notre comportement citoyen depuis 50 ans. Et il faut apprendre à se désintoxiquer du pétrole. Et en fait, tout l'enjeu, il est là. C'est pour ça que c'est systémique. Vous avez raison, c'est systémique. Parce que c'est l'eau d'un côté, c'est l'énergie, c'est la mobilité. En fait, on est des intoxiqués du pétrole. Juliette, vous avez soulevé dans votre livre, que je rappelle, hein, l'eau que nous sommes, un élément vital. Merci Satya, votre excellence. Excusez-moi. Vous avez rappelé qu'il faut quand même reprendre cette gestion de l'eau. Elle est mauvaise en France. Il y a un véritable problème. En France, on a réussi quand même au XXe siècle, pour quand même côté les positifs, on a réussi, on traite les eaux usées, la pollution domestique et la pollution industrielle, on a fait beaucoup de progrès. La pollution industrielle, c'est aussi parce qu'il y a eu des délocalisations, mais pas que. La pollution domestique et industrielle, avec les agences de l'eau, les comités de bassin, tout ce qu'on a mis en place, on sait que c'est quand même, on a fait beaucoup d'efforts, etc. Je le répète, et je suis un peu bloquée sur cette question, mais c'est parce qu'elle est vraiment essentielle avec l'eau, c'est l'agriculture, où ça bloque complètement, où on n'y arrive pas et c'est pas mis en place. Et je reviens par rapport à ce que je disais tout à l'heure, donc la gestion est importante, et je reviens par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le changement climatique. Ça dépend de la façon dont elle est posée. Je vais vous donner un exemple, et ça revient bien avec notre table ronde sur la ville. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2018, on avait peur que la ville du Cap, en Afrique du Sud, manque d'eau. Il y avait les gros titres à cause du changement climatique, la ville du Cap va manquer d'eau. Il y avait eu beaucoup de sujets là-dessus. Et j'ai un peu enquêté sur ce point-là, enfin, j'ai même pas mal enquêté sur ce point-là. Et bien sûr qu'il y avait un problème qui était lié au changement climatique. Il y avait aussi un problème à cause des touristes qui venaient dans la ville du Cap. Bien sûr, autour, les bidonvilles consommaient très peu d'eau. Mais quand on creuse un peu, le problème était que tout autour de la ville du Cap, il y avait une agriculture industrielle exportatrice qui n'était pas là pour nourrir les personnes sur place, qui était le principal consommateur d'eau. Et sur place, ce qui était intéressant, c'est que ce n'était pas du tout remis en cause. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout d'irrigation, hein. Dans certaines zones, il faut un peu d'irrigation. Mais de l'irrigation, pourquoi et pourquoi faire? Et ce qui est intéressant avec l'eau, le titre de l'ouvrage, nous l'avons appelé « L'eau que nous sommes faits d'eau, hein, à 65%. La vie vient de l'océan, donc nous sommes faits d'eau. Et l'eau peut, on le voit aujourd'hui sur les territoires, ça divise particulièrement. On voit avec on va peut-être pas partir dans le débat des bassines dans les Deux-Sèvres, qui est un sujet qui mettrait beaucoup de temps. Et je vois qu'il nous reste plus que 5 minutes, donc je ne vais pas partir là-dessus. Mais ça peut aussi rassembler l'eau. Ça peut autant diviser que rassembler, parce que ça oblige sur un territoire les différents acteurs à travailler ensemble. Et lors de mes enquêtes, j'avais enquêté dans la Drôme, dans une ville qui s'appelle Die, et je trouvais ça intéressant parce qu'ils avaient l'habitude, collectivités locales, entreprises, associations, citoyens, de travailler ensemble. Et ils avaient cette habitude de coopérer. Et j'ai un peu enquêté pour savoir d'où ça venait, cette habitude de coopération. Et elle datait d'il y a plus de 20 ans parce qu'ils avaient dépollué la rivière sur place et ça les avait habitués à travailler ensemble. Et je pense que dans votre table ronde, dans votre journée, aujourd'hui, il y a écrit les territoires. Et l'eau, c'est vraiment une ressource qui se gère en fonction des territoires et des zones. On peut donner des grands principes, mais ça va être différent ce qui va se passer en Inde, de ce qui va se passer en France, de ce qui va passer au Maghreb. Et aujourd'hui, on a des fois tendance à vouloir appliquer les mêmes pratiques partout. Par exemple, on va se dire le goutte à goutte, c'est bien. Donc, on va généraliser. Il y a le cas dans l'enquête que j'ai faite au Maroc où on a mis du goutte à goutte partout, mais on a augmenté la consommation d'eau parce qu'en fait, on en a mis dans beaucoup d'exploitations, on a augmenté le nombre d'exploitations, et c'est pour de l'exportation. Et vraiment, cette question est importante, en fait, de toujours ancrer sur les territoires, et ça peut être que des solutions locales, en fait, liées au territoire. Satya, juste une question, parce que je vous sens... Mais on a parlé de la financiarisation de la gestion de l'eau, mais on parle aussi de l'eau comme étant une ressource maintenant qui est un outil de pression géopolitique. Israël, Palestine, Soudan, Égypte, enfin, est-ce que vous pouvez nous parler de cet aspect-là ? Oui, mais juste avant, en fait, effectivement, Juliette insiste sur la partie agriculture.
Et je pense que c'est encore une fois un problème d'éducation de la population, au-delà de la problématique culturelle, que ce soit en France ou en Europe, en tout cas pas plus particulièrement, dans le sens où à partir du moment où on explique comment ça se passe, l'agriculture, à nos agriculteurs, même si ce sont leurs métiers. Je reprends encore une fois cet exemple de cet État en Inde qui est le sikhisme, où on est passé au 100% en bio. Il a fallu 3 ans, uniquement 3 ans, pour que tout l'État passe à 100% en bio, où ces agriculteurs ont eu au début des inquiétudes, évidemment, comme tout le monde, comme on peut les avoir aujourd'hui, mais là ça fait des décennies maintenant qu'on a les mêmes, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'au final, ça jouait sur le plan sanitaire, éducation et ainsi de suite. Encore une fois, c'était systémique, ce n'était pas uniquement leur champ de maïs ou je ne sais quoi, et que ça allait un peu plus loin que l'ego de chacun et qu'on raisonnait au niveau de la population plus généralement. Et en 3 ans, tout le monde y trouve son compte d'un point de vue économique, santé, sanitaire et ainsi de suite, et agriculture. C'est ça en fait l'idée. Et pour revenir à votre question, c'est vrai que entre ces pays, là, il se passe énormément cette problématique est traitée en ce moment au Palais des Nations d'ailleurs, des Nations Unies, pardon. Et c'est un gros problème entre justement l'assainissement des eaux et la dépollution des océans, etc. Évidemment, on sait que c'est un gros problème, mais pour arriver justement à mettre certains États d'accord entre eux, justement, pour que ce soit un peu plus systémique. C'est pas, on va régler, c'est pas comme l'image de Tchernobyl qui va s'arrêter à la frontière, quoi. Je veux dire, cette problématique, elle est mondiale. Dernière question avec vous, monsieur le maire. Merci une nouvelle fois d'être. Je sais que vous êtes occupé cet après-midi, que vous avez un train qui vous attend. Vous avez souhaité, dans la gestion de l'eau, créer un partenariat public-privé. Pour vous, c'est important que l'autorité, le pouvoir public ait la main sur la gestion de l'eau. On sait qu'à Paris, c'est par exemple c'est une société publique. Il y a un débat effectivement en France sur gestion publique de l'eau ou DSP. C'était pas un PPP, c'est une DSP, une délégation de service public. On l'a fait parce qu'historiquement, c'était une DSP, que ça fonctionnait bien, qu'on avait un délégataire impliqué, et donc on n'a pas senti l'obligation de revenir à une gestion publique. Néanmoins, c'est un bien public. C'est un bien commun de l'humanité. Et donc, il faut effectivement un regard attentif par rapport à ça. Donc, il peut y avoir des espaces à un moment donné de gestion privée, notamment dans le service commercial. Le public n'est pas forcément le mieux pour envoyer des factures. Et puis, bon, voilà. Donc, cette question du service commercial peut être privé. Mais par contre, le bien, je pense que le bien est un bien commun, est un bien de l'humanité. Et ça, je pense qu'il faut le préserver. Vous avez évoqué les guerres tout à l'heure. Vous avez évoqué le cœur de l'enjeu. On se battait pour le pétrole il y a 50 ans, on a fait des guerres pour le pétrole. Demain, on fera des guerres pour l'eau si, effectivement, à l'échelle planétaire, on n'arrive pas à se mettre d'accord. C'est demain l'enjeu mondial, l'eau. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous, Merci. monsieur Vergrit. Merci à vous, Juliette Duquesne. Je rappelle votre livre « L'eau que nous sommes ». Et puis, j'espère qu'on aura la chance de voir votre film « La voix de l'eau » bientôt. Satya Oblet. Bien sûr, merci. Merci.